Bonjour, mon nom est Alexandra Morin. Bienvenue à cette émission de La vie d'autrefois. Aujourd'hui, nous sommes reçus chez Paul-Émile Bilodeau. Bonjour, Monsieur Bilodeau. Bonjour, vous êtes bienvenue. Merci de nous accueillir chez vous. Monsieur Bilodeau, vous êtes né dans la région, vous? Je suis né ici à Plessisville. À Plessisville même. En quelle année? 1920. 1920, ça vous a fait un beau 8-0 cette année. C'est ça, c'est ça. Et puis, parlez-moi un peu de votre famille. Ma famille, mon père était agriculteur, cultivateur, dans la ville de Plessisville. Il a acheté cette terre-là en 1914, puis il s'est marié en 1917. Puis il a toujours cultivé jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite. OK. Comment était-il un peu avec vous? Oh, tu devais être très bon parent. Oui. Des parents qui étaient généreux énormément. OK. Et puis votre mère, est-ce qu'elle avait un rôle à faire dans la ferme? Oh, ma mère travaillait très fort dans la ferme. Elle appuyait énormément mon père. Elle était disponible toujours, puis elle était généreuse elle aussi. Elle a aidé beaucoup de gens qui étaient dans la misère dans le temps, dans les années 20 à 30. Elle était très généreuse. Et puis votre ferme, par rapport à aujourd'hui, c'était situé dans la ville de Plessisville, à l'extrémité ouest de la ville de Plessisville. Okay. Qu'est-ce qu'il y a maintenant aujourd'hui? Est-ce que c'est les garages, puis il y a le débossage aussi qui est là. Puis on descendait jusqu'à l'aréna. L'aréna se trouvait sur notre terre aussi. Ah, l'aréna. OK. Ouais. OK. Et puis vous étiez beaucoup d'enfants, beaucoup de frères et sœurs? On était 4 garçons, 2 filles. Ah, c'est pas beaucoup pour l'époque, ça me semble. OK. Puis vous êtes le combienième? Moi, je suis le deuxième. Deuxième? Oui. OK. Et puis... Dans le temps, mon père venait des États-Unis, il avait été 9 ans dans le Connecticut. Ça fait que la pratique américaine était arrivée ici au Québec, dans ce temps-là, faut clair. Et puis, comment était l'entente entre frères et sœurs? Oh, très bonne. Toujours été très bonne. Vous êtes très proches on n'est pas proches, on ne réside pas tous proches, puis on est non, très... c'est-à-dire, dans votre jeunesse, est-ce qu'il y avait beaucoup d'années de différence entre vous? Non, il y avait une douzaine d'années entre le plus jeune et le plus vieux. Ah, OK. Oui. OK, donc ça suivait pas mal. Est-ce que vous alliez tous à l'école ensemble? On allait à l'école. Mes sœurs allaient au couvent. Puis nous autres, on allait ici, dans les écoles du village. Dans ce temps-là, c'était le village. OK, le village de... Est-ce que ça s'appelait Plessisville? Ça s'appelait Plessisville dans le temps. En 1920? 1920, oui. Ah oui, OK. Oui. Puis c'était où vous avez commencé à aller à l'école vers quel âge? J'ai commencé à l'école à 6 ans, okay. Tout près du couvent. On appelait ça le couvent, où est la résidence, en face de l'église. Puis cette école-là a été détruite, puis on a bâti l'école Saint-Calix. OK. Oui, oui. Après ça, je suis allé à l'académie aussi. Finir mon commercial, oui. On parle de quelle année? 1935, excusez-moi. OK. C'est ça. Vous aviez 15 ans. 15 ans. Okay. 15 ans. 15-16 ans. OK. Puis votre cheminement là-dedans, est-ce que vous saviez à l'époque qu'est-ce que vous vouliez faire un peu? Non. Mon père m'a demandé de l'aider un printemps pour les semences. Il ne pouvait pas travailler parce qu'il avait mal dans les jambes. Fait que j'ai laissé mon école au mois de mai. Puis j'ai resté sur la ferme jusqu'en 1939. OK. Puis en 1939, je suis rentré à l'école du lin. L'école du lin. Du lin. Ça, je pense qu'il y a un grand bout à couvrir dans votre vie à l'école du lin. Ah, ça a été une partie de ma vie. Oui. J'ai été 6 ans à l'école du lin. Comment ça a commencé? Ça a débuté au début de la guerre, en 1939. La guerre se déclara en Europe, puis on a demandé, les Belges, quand ils ont envahi la Belgique, les Allemands ont envahi la Belgique, les Belges, qui étaient créateurs de machines à lin, s'étaient venus à Plessisville ici, par l'entremise du premier ministre Godbout dans le temps, parce que Forano existait à Plessisville pour les machines agricoles. Ça avait une renommée internationale pour les machines agricoles. Fait qu'ils sont venus ici, puis ils ont commencé à faire des machines à lin. C'est comme ça que l'école a débuté, avec les machines à lin de Soonens, puis Belaine. Est-ce que c'était votre premier emploi? Mon premier emploi à l'extérieur, oui. Votre premier emploi à vie, c'était à l'école du lin? Oui, oui. OK. Mais continuez un peu là-dessus. C'est quoi votre évolution dans cette entreprise-là? C'est qu'on avait des cours, puis dans ce temps-là, on pouvait être exempté de la guerre
si on était diplômé de l'École du lin. Parce que c'était une priorité numéro 1 pour la défense, là, le lin. Ça fait que... on a eu des professeurs de Belgique, de France et de la Fabrique expérimentale fédérale d'Ottawa, qui ont été nos professeurs. Puis c'est là qu'on nous a formés. Pourquoi le lin était si important au temps de la guerre? C'était une matière première pour la défense, pour les courroies de parachute, les nets de camouflage, les boyaux incendies, les gates de soldats, les havres-sacs. C'était tout fabriqué en lin dans ce temps-là. Parce que les résidus, les produits comme l'or, les nylons, ça n'existait pas dans le temps. Okay. Fait que c'était une priorité numéro 1. Même, on pouvait aller se promener n'importe où, puis on n'avait pas de problème si on avait notre diplôme de l'École du lin. OK, donc beaucoup de jobs. Oui, j'ai eu une priorité. Moi, même, on a arrêté un train militaire des Blackhawks de Toronto, parce que moi, il m'avait envoyé, en Gaspésie pour la culture du lin. Et on a arrêté le train militaire à Manceau. J'étais le seul civil dessus pour descendre à Campbellton, Nouveau-Brunswick. J'ai vécu une petite période. Ouais, c'était dur, ça. Suspense. Ah, oui, tout un suspense. Oui, la guerre, c'était pas très saine. Ben, malgré que, oui, vous aviez de la job, mais c'était pas tellement une période... Non. Fait que là, on allait s'occuper de la production, okay, et de la récolte, surtout. Donc, vous, votre rôle à ce moment-là, à l'École du lin, c'était... J'étais technicien du lin dans le temps. OK. Puis quand je suis revenu de la Gaspésie, on m'a nommé surintendant de l'École du lin. Ça fait que j'ai continué. Surintendant, ça, c'est superviseur? Je m'occupais de toute la production du lin à l'École du lin. Qui a pris la culture du lin dans la province de Québec a forcé les producteurs à recourir aux procédés modernes. Le Québec possède actuellement une vingtaine d'usines dans lesquelles les cultivateurs ont investi un capital de plus d'1 million. À son entrée dans l'usine, le lin est amené à la turbo-tailleuse. La première opération le débarrasse de la graine. Sans être nécessaire, ce dispositif spécial d'égrenage améliore l'alignement du lin. De là, il passe dans la broyeuse constituée d'une série de cylindres cannelés où la matière ligneuse est cassée. Retenu par un bout, le lin est entraîné par 2 courroies de caoutchouc dans un premier tambour. Là, il est battu par une série de pales montées sur des arbres de couche. Le taillage de l'autre bout s'effectue dans un second tambour. L'opérateur proportionne la vitesse des pales à la résistance des tiges. Nous avons présentement, au sortir de la turbo-tailleuse, de la belle filasse. Mais ce n'est pas toujours le cas. La machine ne fait pas de miracle. Prenons du lin qui manque de rouissage, comme celui-ci. Il force la machine et, à la sortie, le rendement peut être bon, mais c'est une filasse de classification basse. Elle est rude, sa couleur n'est pas uniforme et il reste des chaînes votes. Prenons maintenant du lin trop humide. Il va casser sous les pales. Le rendement est faible et inégal. C'est maintenant du lin trop rouillé. Il en entre en quantité dans la turbo-tailleuse, mais il n'en sort que peu de filasse. Quand, en plus d'être trop rouillé, le lin est mêlé, oh là là, on vous a prévenu, c'est un véritable désastre. D'abord, pas de filasse, ensuite de l'étoupe, mais de mauvaise qualité. Dans ces conditions, le lin ne paie même pas les frais d'usinage. Il est donc bien vrai que le succès de l'affaire, c'est de toujours tenir le lin en ligne depuis l'arrachage jusqu'à l'entrée dans la tailleuse. C'est le défilé des dollars pour l'heureux producteur. Il ne reste plus qu'à mettre la filasse en poignée. Chaque poignée est ensuite classifiée suivant les normes établies par le gouvernement d'Ottawa.
Cette classification varie d'année en année selon les besoins du marché et s'établit d'après les caractéristiques suivantes. La longueur, la résistance, la propreté, la couleur, la souplesse. La filasse classée est ensuite attachée en paquet et pressée en ballot. Les étoupes sont des fibres courtes laissées par le taillage. Elles sont soumises à un premier nettoyage dans un secoueur. De là, elles passent sur un tablier où elles sont secouées continuellement pendant que les rouleaux les taillent et les démêlent. Ensuite, le nettoyage est fini au couteau flamand. C'est le vieux couteau de bois mécanisé. Pour tirer parti d'un champ de lin trop court, on le fauche et on le laisse rouillir. Ainsi, on obtient tout de même une excellente étoupe, la Toss Flax, ou lin enroulé. Les étoupes sont aussi classifiées. Avec les meilleures, on fait du fil. Les autres catégories servent à renforcer les cotonnades ou entrent dans la fabrication de certains papiers. Les peignures de filasse sont un produit recherché. Pourquoi brûler les déchets? Tout peut servir dans le lin. Les chènevottes, par exemple. Elles sont pressées et mises en balle ou en sac. Les chènevottes sont employées comme litière ou comme isolant dans la construction. Et voilà, les produits partent pour le marché. Ils nous ont déjà rapporté jusqu'à 3 millions en une année. Les phases de la transformation... Je vais À en 1925 ans. 25 ans, c'est quand même Oui. assez jeune là, pour avoir un poste. Oui, on avait 60 employés. C'est C'était beau. quelque chose OK. dans le temps. Puis surintendant, ça, c'était la supervision. Supervision, la production, l'expédition, tout ce qui regardait le lin. OK. La graine de lin, les produits de filasse, d'étoupe, tout ça, là. Ouais, Et on puis- avait à s'occuper de ça. Et puis ensuite, est-ce que vous avez continué à évoluer à l'école? Non, là, ça s'est limité. Là, le Code du lin, en 1946, c'est que la guerre a fini, puis la production du lin a diminué. Ça fait que ça a été... L'entreprise n'avait pas d'autre chose pour se Non, non, non. rajouter, c'était Non, non, seulement non, le non, lin. non. D'ailleurs, l'usine de lin, c'était une ancienne de fabrique d'obus durant la guerre 14. C'est quoi le bâtiment qui est aujourd'hui, parce que c'est à Plessis? Ça appartient aux producteurs de sucre d'érable qui font le miel. Ou le miel, là. Présentement, C'est les producteurs de sucre d'érable qui ont cette partie-là. Qui était l'école du lin à l'époque. C'était l'école du lin à l'époque. Puis il y a aussi une garderie, je pense. Ah oui, c'est... Je sais pas, le nom ne me vient pas, là. Moi non plus, mais Ouais. c'est En sûr. tout cas, c'est il y a sur une le- garderie dans sur le ce terrain-là, en coin. tout cas. Oui, c'est ça. OK. Et puis, après la guerre, qu'est-ce que vous avez fait? On a fondé la filature Plessis avec 3 de mes amis. On a créé la filature Plessis. On a eu des années difficiles, mais ça c'est... Plessis. Présent. Fabrique de couvertes de laine puis de fils de laine, de Présentement, produits est-ce de laine. qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça? C'était où? C'était au côté, les Eastern Autoparts anciennement, là. OK. Mais c'est aujourd'hui, là, je sais pas, je n'ai pas leur nom, mais c'est tout près du garage, anciennement le garage de l'abri, là, c'est voisin, OK. À Plessisville. à Plessisville, oui. Puis là, vous aviez quel âge environ, à ce moment-là? Quand on a parti, ça avait 26 ans, puis j'ai 26 resté ans. jusqu'à l'âge de 50 ans.
Mais J'étais là, 25 ans, presque 25 ans. là où je veux en venir, je ne veux pas être trop indiscrète, mais 26 ans, vous deviez avoir une femme, des enfants à ce moment-là? Oui, je me suis marié à 22 ans. OK, en plein dans le temps du lin. là. C'est qu'il fallait qu'ils nous promettent qu'on pouvait être exempt de la guerre parce que je ne passerais pas marié. Mais j'ai eu une surprise à mon tour de voyage de noces, j'ai vendu mon billet pour le camp. Oh. Puis là, c'est là que les Français et les Belges ont interviewé, sont occupés de mon affaire pour m'exempter de la guerre. Puis j'étais à la gare, j'étais prêt à prendre le train pour m'en aller à Valcartier. Puis un téléphone longue distance, vite, viens répondre au téléphone, il y a longue distance pour toi. J'étais rentre pas au camp, tout était arrangé. OK. Ça fait que j'étais exempt de la guerre. Là, vous étiez marié à ce moment-là? J'étais marié, oui, j'avais fait mes adieux à ma femme. Donc, vous étiez content, là? Ah oui, sûrement. OK. Puis votre femme, vous l'avez rencontrée où? Je les rencontre à Plessisville ici. Plessisville. C'est une famille, les Garneaux, c'est une famille assez. Ils étaient 12 enfants, d'autres. Ouais. Et puis comment? Comment ça s'est passé? C'est des Dans accidents de ces parcours. années-là, C'est des accidents de parcours. c'était quoi les Oh, on allait aux pièces. Dans ce temps-là, c'était des pièces en haut de l'Hôtel de Ville, à la salle de l'Hôtel de Ville. Dans ce temps-là, il y avait des pièces. Il y avait de très bonnes pièces. Puis, on était assis en avant de moi. Puis, à un moment donné, je jouais les cheveux. Puis, Oh, OK. ça a commencé comme ça. C'est bon. Puis là, vous êtes mariés, puis vous avez des enfants? On a eu 8 enfants. 8 enfants? Oui. Plus que votre père en avait eu. Oui. Et puis vos enfants, pouvez-vous me parler un peu d'eux? Oh, mes enfants, ils ont tous suivi des cours universitaires, OK. tout ce qu'ils en sont. Ben, moi, je les ai mis, c'est eux autres qui décidaient. Si tu veux t'instruire, tu vas aller à l'école, à l'université. Si tu ne veux pas t'instruire, tu vas travailler. C'est eux autres qui ont choisi. OK. Ils ont choisi d'aller aux études. Ils ont fait des bonnes études, tout ce qu'ils en sont. Puis votre famille, ça, c'est toujours en même temps que vous fondiez l'école du lin? Vous demeuriez dans cette maison? Non, ça a commencé. Quand les études ont commencé, j'étais à Filature-Plessis. Les études de vos enfants? De mes enfants. OK. Mais quand vous éleviez votre famille, votre maison était située à Plessisville? Ici. C'est la maison familiale, ici? Oui. OK. J'ai bâti en 46 ici. Ah, OK. Je suis marié en 42. On a été 4 ans à logement. Puis en 46, on a construit ici. Elle a été rénovée, elle a été agrandie, tout ça, mais quand même, c'est c'est une très belle maison, en tout cas. C'est une maison familiale. maison familiale. Donc, fin de la parenthèse intimiste. Revenons après École du lin. Oui. Après École du lin, c'était quoi votre métier? Vous m'avez dit la filature. Oui. Puis c'est quoi votre évolution dans cette entreprise? Ben, j'étais copropriétaire. OK. C'est qu'on avait, quand on part une usine, il faut surveiller tout. Hein? Puis, chacun avait une responsabilité, les 4 directeurs, puis chacun remplissait son rôle comme former des gens, puis avoir la production, puis s'occuper de tout un peu. Moi, c'était surtout l'expédition, la vente et l'expédition. Comme ça, vous étiez bilingue? Bilingue. Bilingue? Non. Bilingue un peu. Tu sais, à ces âges-là, j'étais pas si mal en anglais. OK. Aujourd'hui, ben, on a perdu la langue, on en perd. C'est quand je vais en Floride, ça me prend bien une semaine avant que mon oreille se fasse très bien à l'anglais. Puis... Par contre, il y a beaucoup de Québécois en Floride, donc ça doit parler français un peu. Ah, pas beaucoup, ce qu'on Non? est. Ben, Ah, OK. c'est surtout des Européens qui viennent chez ma fille, au OK. motel chez ma fille. OK. Et puis, juste pour revenir à la filature, c'était quoi la production? Excusez-moi. là. On a fabriqué jusqu'à 5000 couvertes par semaine. OK, des couvertures. Des C'est ça, je voulais couvertures de savoir. laine, oui. OK. Oui. Ça a duré combien de temps, cette entreprise-là? Ça a duré à peu près... Moi, j'ai laissé en 70. Ça a duré aux environs de 30 quelques années. Exactement, là, je ne pourrais pas vous dire, c'est 34 ans, 35 ans. Ça a duré 30 ans? Oui, au-dessus de 30 ans. Oh là là, Moi, j'étais OK. 25 ans. Oh oui, Ouais. OK. Puis, est-ce que vous avez évolué, là? Vous étiez toujours directeur à l'expédition? Non, en 70, j'ai laissé la filature, puis j'ai rentré au ministère de l'Agriculture parce que j'étais technicien en agriculture. OK. J'ai fait application, puis j'ai rentré à l'agriculture. C'est qu'il y avait d'autres choses qui se passaient, ça fait que j'ai décidé de quitter. OK. Fait que j'ai rentré à l'agriculture, j'ai fait encore 14 ans
en agriculture. Votre rôle, c'était quoi exactement? Technicien agricole. Puis vous alliez sur place? Sur les fermes, j'avais 11 paroisses à surveiller. Je m'occupais surtout des octrois aux cultivateurs. Parce qu'il regardait les travaux mécanisés, les puits artésiens, les silos, les fannes à foin, toutes ces choses-là. C'est moi qui étais un peu responsable des octrois chez les cultivateurs pour ça. C'est sûr que vous connaissiez ça un peu, vu que votre père avait eu une ferme. Oui, puis j'avais travaillé toujours avec les cultivateurs pour du temps, moi. Dans la laine, on allait aussi cultiver les fermes pareil aussi. Hein. Ça fait qu'on avait contact continuel avec les cultivateurs. OK. Puis là, vous avez fait ça combien d'années déjà? Les dernières années, 14 ans. 14 ans. Oui. Et puis là, vos enfants étaient rendus grands, j'imagine, à ce moment-là. Mes enfants étaient partis, la plupart. Et vous avez beaucoup travaillé? J'ai travaillé 49 ans de temps. Si je prends de 15 ans à 64. Ben oui. Puis à travers ça, est-ce que vous avez fait d'autres choses, vos passe-temps? Seulement travailler? Passe-temps. J'ai été dans à peu près toutes les associations, Chambre de commerce, Chevalier de Colomb, l'Œuvre du partage, Saint-Vincent-de-Paul. J'ai été échevin, j'ai été marlier, j'ai rempli un peu de différentes fonctions dans la ville. Vous êtes, Ben, attends, un peu, faut se penser qu'on est responsable de certaines choses, puis il faut s'appliquer là-dedans. Très actif, en tout cas. J'étais actif, pas seulement. Okay. Est-ce que votre femme vous accompagnait à travers ça, ces expériences-là? Ma femme m'accompagnait dans les sorties. Les sorties mondaines? Oui, elle m'appuyait très bien. Oui. Les chevaliers de Colomb, vous êtes très généreux? Ben, j'étais intendant des chevaliers dans les années. J'étais jeune, j'avais 27 ans. 28. OK. Donc, on parle de toutes ces petites choses-là en même temps que vous faisiez l'école du lin, la filature. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, il y a une partie sociale, puis une partie de travail aussi. C'est important. Fait qu'on avait des bons contacts, puis ça allait très bien. OK. Et puis, qu'est-ce qui se passait particulièrement? Je veux dire, c'est comme aujourd'hui, un peu, dans le fond, ces œuvres-là, c'est la même chose. Oui, le champ de commerce. Mais là, le Saint-Vincent-de-Paul, l'œuvre du partage, c'était surtout, on s'occupait des personnes qui avaient réellement besoin au niveau de la nourriture, toujours comme aujourd'hui. Toujours comme aujourd'hui. OK. Ça n'a pas changé, cette chose-là, puis il y en a toujours. Hein. Mais par contre, je veux dire, à l'époque, il y avait beaucoup moins de commodité, pas vraiment de chauffage. C'était peut-être plus dur aussi, la pauvreté. C'est qu'après la guerre, ça a changé beaucoup. Il y a eu ça s'est modernisé après la guerre. Avant la guerre, c'était le bois, il n'y avait même pas de frigidaire, c'était la glace aux portes. Puis non, oui, j'ai connu ça, moi. Ben, c'est ça, là. Parce que les premières choses pour conserver la nourriture, moi, c'était une glacière qu'on avait les premières années qu'on s'est mariés. Il n'y avait pas de frigidaire. Ouais, c'était que dans les années, je dirais 47, 46, 47, qu'on a pu avoir le premier frigidaire, c'était une orge. C'était... Oui, j'imagine un peu les frigidaires des années 50. C'est ça. OK. Ça a bien changé, ces choses-là. Oui, mais tant mieux. Oui, tant mieux pour le confort au Québec. Oui. OK. Et puis donc, mais vous n'aviez pas enseigné, ou j'ai entendu dire à travers les branches. J'ai enseigné à l'école du lin. Seulement à l'école du lin, là, parce on formait des gens. Puis c'était pas des jeunes de 10 ans qu'on avait, c'était de 25 à 30 ans. De 20 ans à 30 ans qui suivaient ça, oui. Puis c'était à partir des gens qui avaient suivi des cours agricoles dans les écoles d'agriculture. Qui venaient pour une spécialité du lin. Est-ce qu'il y avait autant d'hommes que de femmes dans ces cours-là? Non, il n'y avait pas de femmes. Pas de femmes. Aucune femme, non. Parce que c'était comme ça ou parce que les... C'était comme ça. C'était d'ouvrage dur. D'ouvrage assez dur. Puis il y avait beaucoup de poussière. Hein. OK. C'était pas facile. C'était très dur. Mais il fallait aimer notre travail pour le faire. OK. Puis, mais là, après tout ça, vous avez pris votre retraite à un moment donné? J'ai pris ma retraite en 84. 84, OK. Ouais. Là, vous aviez quel âge à peu près? 64 ans. OK, pile à 64 ans, vous avez pris... pile, j'ai fait évaluer mon affaire, puis j'ai dit, je prends ma retraite. À ce moment-là, vous étiez encore... Au ministère de l'Agriculture. Ah, ben oui, c'est une bonne affaire. Oui. Là, ça fait longtemps que vous êtes-vous toujours actif? Non. Faisais partie des directeurs du foyer des Bois-Francs ici, puis de Laurier-Ville, puis à Princeville. Puis j'ai laissé ça, là, ça fait 3 ou 4 ans. J'ai laissé ça.
Et puis, présentement, quels sont vos hobbies? Mon hobby, je suis dans l'avant-midi, je fais un peu toutes sortes de choses. Je vais rencontrer des amis, prendre un café. Puis dans l'après-midi, on va jouer aux cartes à l'occasion. Ben oui, c'est ça, bon. là. C'est un petit voyage de temps en temps. Un petit voyage de temps en temps. Oui. Alors, M. Bordelot, ben, il y en a. Bilodeau. Bilodeau, excusez-moi. Il y a un M. Bordelot qui pense à moi. Oui. Donc, je vous remercie infiniment. C'était vraiment très, très, très intéressant. Et puis, je pense qu'on va vous revoir bientôt à la télévision communautaire de l'Érable. Merci Ça bien. se pourrait bien. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, à la prochaine. Merci.